Chapitre 1. La dernière valse à Rose Hill. Par un doux après-midi de fin juin, le village de Rose Hill reflétait la sérénité anglaise. Les rosiers étaient en pleine floraison le long du mur du cimetière. Les abeilles bourdonnaient nonchalamment parmi les massifs de lavande, et les dames de la paroisse s'étaient réunies dans le jardin du presbytère pour la fête estivale annuelle. L'air était empli de rires polis, du tintement des tasses de thé et des notes discrètes d'un gramophone, que quelqu'un avait trouvé un joyeux ajout à la fête. À l'une des petites tables rondes, à l'ombre d'un large parasol, Miss Jane Marple était assise avec son tricot, ses doux yeux bleus parcourant tranquillement la scène. Elle salua d'un signe de tête Madame Bantry, qui s'activait avec son hospitalité énergique habituelle, et adressa un mot aimable au jeune curé lorsqu'il passa. Apparemment, elle n'était absorbée que par le talon d'une chaussette. Pourtant, comme toujours, ses oreilles ne perdirent que peu de vue la conversation qui se déroulait autour d'elle. Il y eut un frémissement d'excitation lorsque Madame Lethbridge Simmons, récemment revenue de Monte-Carlo, arriva avec l'air de quelqu'un qui avait voyagé dans le monde et souhaitait le faire connaître. Elle avait choisi, pour l'occasion, une robe de soie pâle, peu adaptée aux pelouses de Rose Hill, et ses perles brillaient avec ostentation au soleil. Derrière elle, sa nièce, mademoiselle Clara Fielding, une jeune fille timide au regard mélancolique, qui semblait mal à l'aise dans l'ombre de sa tante. « Vous n'imaginez pas qui j'ai rencontré à Monte-Carlo » annonça Madame Lethbridge Simmons, en s'éventant avec un éventail en papier peint. Nul autre que le grand détective Hercule Poirot en personne. Un petit homme extraordinaire, assez étranger bien sûr, mais avec une importance impossible à ignorer. Plusieurs têtes se tournèrent à ces mots, car même dans les ruelles tranquilles de Rose Hill, le nom de Poirot exerçait une certaine fascination. Madame Bantry, qui adorait les touches dramatiques, était particulièrement ravie. « Et lui avez-vous parlé, ma chère ?» Madame Lethbridge Simmons hocha la tête avec satisfaction. En effet, il était charmant à sa manière, et il parla de « la dernière valsée à Monte-Carlo », une intrigue ou une autre, bien qu'il n'ait pas partagé les détails. Confidentiel, vous savez. Mais je vous assure, il y avait du meurtre dans l'air. Les dames frissonnèrent d'appréciation, même si quelques lèvres pincées trahissaient leur désapprobation face à un sujet aussi macabre, lors d'un événement aussi joyeux. Miss Marple, cependant, se pencha simplement vers son tricot. Ses aiguilles claquèrent doucement dans le silence qui suivit. C'est à ce moment précis, alors que la foule se penchait pour une nouvelle bavardage, que la fête fut soudainement interrompue. Un cri strident et terrible résonna dans le jardin. Les rires cessèrent. Les tasses de thé s'entrechoquèrent. Toutes les têtes se tournèrent vers ce bruit. Près de la bordure de la pelouse, où les rosiers formaient une arche parfumée, Clara Fielding se tenait immobile, les mains sur le visage. À ses pieds gisait une silhouette recroquevillée sur l'herbe. Un homme, inconnu de la plupart des personnes présentes, le visage blême et les yeux fixés au ciel sans le voir. Un tas de papier flottait hors de la poche de sa veste, emporté par la brise estivale. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Le vicaire se précipita, et Madame Bantry cria qu'on aille chercher le docteur Crawford sur le champ. Madame Lethbridge Simmons s'évanouit de façon spectaculaire dans les bras du vicaire, mais Mademoiselle Marple, se levant doucement, s'approcha de la scène. Son regard, perçant et aiguisé sous sa douce apparence, capta chaque détail. L'immobilité anormale du corps, l'odeur faible mais reconnaissable. Était-ce celle des amandes ? Dans l'air, et la curieuse façon dont Clara Fielding fixait non pas le mort, mais les papiers éparpillés dans l'herbe. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent dans un léger sourire. La fête devait être un jour de roses et de rires, mais elle avait donné lieu à quelque chose de bien plus sombre et de bien plus révélateur. Pour Miss Marple, la vie à Rose Hill était redevenue extrêmement intéressante. Chapitre 2. Chuchotement dans le jardin du presbytère.
Le soir, les banderoles de la fête avaient été retirées, les tables à tréteaux repliées et le gramophone rangé. Les roses, cependant, exhalaient encore leur parfum suave et envoûtant sur le jardin du presbytère, comme si la beauté était déterminée à tenir tête à l'horreur. Dans les ruelles de Rose Hill, les stores étaient baissés plus tôt que d'habitude. Les fenêtres, ouvertes pour laisser entrer la dernière brise de l'après-midi, étaient closes pour se protéger de la nuit, et, semblait-il, de ce qu'elle pourrait dire. Les ragots allaient plus vite que n'importe quelle voiture de police, et à Rose Hill, ils circulaient non pas sur des roues, mais sur des pieds chaussés de chaussures confortables, et sur des voies qui baissaient sur le pas des portes et s'élevaient dans les cuisines. Lorsque l'horloge de l'église sonna 7 heures, tout le monde savait que l'inconnu, si c'était un gentleman, était mort très rapidement, que le docteur Crawford avait des soupçons, et que mademoiselle Clara Fielding était celle qui l'avait trouvé. Il y avait une douzaine de versions de ses cris, et autant d'opinions sur la conduite de sa tante. Madame Lethbridge Simmons, disait-on, s'était évanouie avec une théâtralité plus adaptée au music-hall qu'à la pelouse du presbytère. Personne ne parvenait à s'accorder sur l'étrange odeur que mademoiselle Marple avait remarquée, car personne d'autre n'avait pensé à la remarquer. Miss Marple, de retour dans son cottage impeccable de High Street, posa sa bouilloire sur le feu et mesura soigneusement une cuillerée d'assam. Elle se déplaçait avec son économie habituelle, aussi ordonnée qu'une grive dans son nid. La lumière du soir adoucissait le chintz de son salon, les petits bibelots en verre sur la cheminée, les photographies d'amis disparus depuis longtemps. Si son expression paraissait, à première vue, douce et un peu lasse, c'était simplement que son visage, comme le village, comprenait l'importance de paraître inoffensif. Elle resta assise, comme à son habitude, très immobile, tandis que l'eau bouillait. Quand on est silencieux, on nous raconte des choses. Quand on est silencieux avec gentillesse, on nous dit tout. Et déjà le village avait commencé à lui révéler, sans le vouloir, les subtilités de la vérité. La première à appeler fut Madame Bantry, rouge d'une agitation vertueuse qui s'accordait bien avec son collier de perles de corail. « Ma chère Miss Marple, il fallait absolument que je vienne. Une chose pareille, à la fête du presbytère, c'est impensable. Le pauvre monsieur Ellison est hors de lui. Et le curé, eh bien, il n'a pas été à la hauteur. Prenez le fauteuil, s'il vous plaît, dit Miss Marple en versant du thé. Prenez-en 2, je crois. 2 fois quand je me sens faible, avoua Madame Bantry, déjà revigorée à la vue du gâteau éponge. Le docteur Crawford est très strict quant à la nécessité d'éviter le sucre, mais je suis persuadé que le meurtre constitue une circonstance exceptionnelle. Il faut toujours garder le sens des proportions, approuva Miss Marple. Comment va Clara Fielding? Blanche comme un linge, et pas du tout embellie par sa tante. Cette femme a le don d'attirer l'attention sur elle. Elle répétait sans cesse « Monte Carlo, Monte Carlo », comme si cette simple mention pouvait évoquer la Méditerranée et une escouade de policiers étrangers. « Ma chère, as-tu déjà vu de telles perles en extérieur? Ce n'est pas convenable pour les pelouses. » Miss Marple but une gorgée. « Clara aime bien sa tante? »« Affection n'est pas le mot juste, » dit Madame Bantry. « Obligation peut-être. Recueillie à 8 ans lorsque ses parents sont morts de la grippe. Eh bien, il faut être reconnaissant envers son sauveur, même si ce sauvetage s'accompagne d'une longue liste de critiques et d'une petite touche d'affection. Clara est une fille musicale. Elle joue du piano. Elle joue bien, paraît-il, mais sa tante la préfère en accompagnement silencieux. Une pédale, en quelque sorte. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Et ce monsieur? Personne ne le connaît. Un étranger. Le docteur Crawford pense. » Elle s'interrompit et jeta un coup d'œil par-dessus le bord de sa tasse. Un regard qui indiquait qu'elle était sur le point de tout trahir. Eh bien, il n'aimait pas l'aspect. Rapide, dit-il. Très rapide. Et il mentionna une odeur. Des amandes. Elle frissonna de plaisir. « Oh, Miss Marple, les amandes sont parfois innocentes,
dit Miss Marple. Des savons parfumés, un gâteau, un flacon d'extrait cassé dans une poche. Les gâteaux du presbytère? Non, je ne crois pas. Madame Taverner est fière de sa vanille. Un silence. Les journaux, peut-être. Papier? Dans sa poche. Ils ont été emportés par le vent. J'ai vu mademoiselle Fielding les regarder. Pas le pauvre homme. Les papiers. Et puis elle a détourné le regard très vite. Madame Bantry se pencha. « Vous avez vu ça ?» Je l'ai trouvé bizarre, d'une certaine manière. Pas sans cœur. Effrayé n'est pas le mot non plus. Perplexe, oui, mais d'une manière perplexe, comme si elle s'était soudain souvenue de quelque chose et avait ensuite regretté. « Vous ne pensez pas ?»« Je pense, » dit Miss Marple d'un ton doux, « que les gens regardent souvent là où leur esprit les pousse. Si par hasard on voit son nom dans un journal, on y jette un œil, même si on a envie de regarder ailleurs. Son nom ? La voix de madame Bantry s'éleva. Dans la poche de l'inconnu ? Et il ne faut pas courir plus vite que nos pieds, dit Miss Marple d'un ton si doucement réprobateur que madame Bantry se calma aussitôt. A-t-on appelé la police ? L'inspecteur Lake de Melchester, paraît-il. Il est très au courant. Il porte des gants pour tout et parle des empreintes digitales comme si c'était la dernière mode. Il arrive tout de suite. Oh, et il paraît que madame Lethbridge Simmons écrira aux gazettes « Horreur à la fête de Rose Hill »,« Indice de Monte-Carlo ». Elle adore les gros titres. Sa mention de Monte-Carlo était un peu indiscrète, murmura Miss Marple comme pour elle-même. Ceux qui ont passé des vacances intéressantes n'ont généralement pas besoin de les embellir de cette façon, à moins qu'ils n'aient besoin de ce faste pour justifier certaines autres économies. Des économies ? Des comptes en suspens chez la couturière, dit Miss Marple d'un ton placide. Il existe des gens qui empruntent leur prestige comme un châle. La sonnette retentit avec une énergie qui ne pouvait être que celle de madame Taverner. Ce fut le cas. Elle entra précipitamment, l'indignation montant d'elle comme une vapeur. Des amendes, en effet. Mes gâteaux sont simples et honnêtes, et ne contiennent rien qui puisse entraîner un homme à sa perte sur la pelouse du Seigneur. Oh, Miss Marple, quelle conversation! Autant essayer d'arrêter la marée avec une passoire ratée. Asseyez-vous, madame Taverner, dit Miss Marple en lui tendant l'assiette. Personne n'ayant goûté à votre génoise ne pourrait l'accuser de malversation. Merci, Miss Marple. Vous avez toujours été sensée. C'est l'étranger, à mon avis. Ils descendent de Londres pour faire des bêtises et s'attendent à ce que la campagne les suive. La coupe même de son manteau évoquait la ville. Mais j'avoue qu'il n'avait pas l'air dissipé. Il avait l'air, comment dire, ordonné. Le genre de personne qui plie son mouchoir 2 fois. L'ordre est une sorte d'armure, observa Miss Marple. Quand il faut convaincre les autres qu'on est respectable, on en fait parfois trop. Madame Taverner hocha la tête, comme si cela expliquait bien des mariages. Et cette madame Lethbridge Simmons, une femme qui dit « Monte-Carlo » 3 fois en 1 minute est une femme qui ne devrait pas le dire une seule fois. Quant à cette pauvre Clara, elle a besoin d'une part de tarte et de pleurer comme il faut, si sa tante le lui permet. Elle se leva en soupirant. J'ai promis à M. Ellison de m'occuper de l'argenterie. Si la police débarque, je serai prête avec une liste de toutes les fourchettes. Que Dieu vous bénisse pour votre ordre, dit Miss Marple, et elle la regarda partir. Il était presque 9 heures lorsqu'un bruit différent résonna dans la ruelle. Des pneus de voiture, fermes et officiels, et le pas vif d'un homme qui considérait son travail comme l'axe autour duquel tournaient les vies des autres. L'inspecteur Lake arriva, suivi du sergent Reed, avec un air de compétence qui, selon Miss Marple, n'était pas sans fondement. C'était un homme soigné, aux cheveux lisses, et à l'irritabilité patiente de celui à qui l'on dit souvent que ses méthodes sont modernes. « Bonsoir, mademoiselle Marple », dit-il à son portail, car il la connaissait vaguement, comme tout policier de comté censé intégrer mademoiselle Marple à sa carte mentale du district. « Désolé de vous déranger. »« Vous ne dérangez personne, » dit Miss Marple en l'amenant dans le petit salon comme si elle l'attendait. « Une tasse de thé, inspecteur ? C'est très revigorant, et ce soir, ce n'est pas le cas. » Il déclina d'un hochement de tête en guise de remerciement et se leva plutôt que de s'asseoir, regardant à peine la pièce et entièrement Miss Marple.
Vous avez vu le défunt de près? Je l'ai fait. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Miss Marple croisa les mains. Beaucoup de choses sont inhabituelles quand on ne s'y attend pas. L'odeur, par exemple. Des amandes. C'est ce que disait le docteur Crawford. On ne sent pas toujours ce qu'on attend, ajouta Miss Marple, à moins de l'avoir déjà senti. Cela m'a rappelé une affaire, il y a longtemps, au village de Saint-Mary-Mead, une affaire d'aliments pour volailles. Le pauvre homme était à la fois stupide et cupide, une combinaison fatale. Il y avait des bouteilles dans son placard, et l'une d'elles n'y était pas. Mais c'est un détail. Le regard de l'inspecteur Lake s'aiguisa. Vous pensez au poison. Je pense que les morts subites en plein air, sans avertissement et sans blessure visible, ne sont pas toujours dues au cœur. Bien sûr, on ne peut en être certain tant que des tests n'ont pas été effectués. Je suis sûr que vous insisterez. On le fera, dit-il. Et le reste? Tu as vu les journaux? Un peu éparpillés, admit Miss Marple. Du papier à musique parmi eux. Pas neuf, je crois. Les bords étaient mous. Musique? Oui, dit Miss Marple en regardant sa tasse de thé. Le genre sur lequel on écrit des valses. Le sergent Reed se déplaça, intéressé malgré lui, comme une danse. Toutes les valses sont des danses, dit doucement Miss Marple, mais toutes les danses ne sont pas des valses. Celle-ci, peut-être, était la dernière. Le crayon de l'inspecteur Lake bougea. Vous plaisantez, Miss Marple. Au contraire, dit-elle. Je me souviens de quelque chose que Madame Lethbridge Simmons a dit, et dont elle aurait dû faire moins d'efforts. La dernière valsait à Monte-Carlo. J'imagine que cette phrase lui est restée en tête comme un joli titre, comme c'est souvent le cas. On attache parfois de jolis titres à des événements désagréables. On se souvient du ruban et on oublie ce qui l'attache. L'inspecteur classa le document avec une expression évasive qui, chez les policiers, traduisait souvent un intérêt. « Connaissiez-vous le défunt » ? « Non. » « Avez-vous une idée de la raison pour laquelle mademoiselle Clara Fielding a regardé les papiers et est repartie si vite ?» Miss Marple sourit comme un rideau tiré sur une fenêtre, laissant trop de choses à voir. « Je suis une vieille femme si bête, inspecteur. Je vois tellement de petites choses et j'oublie les plus importantes. Vous ne devez pas m'écouter. » « Au contraire, » dit l'inspecteur Lake, l'air amusé. « J'ai pour habitude d'écouter tout le monde et de ne croire personne entièrement. » Il ferma son carnet. « Si vous vous souvenez d'autre chose, faites-le nous savoir. Nous interrogerons les personnes présentes à la fête demain matin. »« Bien sûr, » dit Miss Marple. « Vous constaterez que le village vous sera très reconnaissant. Ils aiment la justice à distance, comme le tonnerre. » Après son départ, la petite maison retrouva son calme aussi facilement qu'un oiseau retrouve son perchoir. Miss Marple tira les rideaux, remonta l'horloge et un instant resta immobile, une main sur la cheminée, regardant non pas les photographies, mais le lointain, là où la mémoire conserve sa cheminée. Du papier à musique. Une fille timide et une tante qui attiraient l'admiration comme des épingles à chapeau. Le costume soigné de l'inconnu. Et des amandes. Le cyanure, si cyanure il s'agissait, aimait venir à la bouche dans les sucres et les parfums, mais aussi dans les choses qui n'étaient là pas sucrées du tout. Le lendemain matin, Rose Hill semblait apaisée sous le soleil. La charrette à lait faisait sa tournée plus silencieusement, comme si le cheval savait modérer son trot-trot. À l'épicerie du village, Madame Larche triait les journaux du matin avec sérieux et les vendait avec un commentaire qui en améliorait le contenu. Mademoiselle Marple achetait du fil dont elle n'avait pas un besoin urgent, et écoutait Madame Larche lui raconter ce que les journaux ne lui racontaient pas, que M. Ellison avait mal dormi, que le curé avait prié avec une anxiété visible, et que Madame Lethbridge Simmons avait fait venir le nettoyeur pour polir les cuivres, car il faut maintenir la qualité. Pour rentrer chez elle, Miss Marple choisit le chemin qui longeait la maison des Lethbridge Simmons, une bâtisse blanche et carrée légèrement en retrait de la rue, arborant le genre d'arbuste à la mode 20 ans plus tôt, mais qui maintenant était simplement rebelle. Elle n'avait pas l'intention d'appeler. Oh là là, non. Mais la porte d'entrée était ouverte, et une voix tendue et étranglée s'éleva.
« Je te dis, tante, que je ne le connais pas. » C'était Clara. Miss Marple s'arrêta pour admirer un géranium robuste et non la porte. « Tu ne le connais pas ?» Madame Lethbridge Simmons avait un ton incrédule. « Il t'a regardé comme si c'était le cas. Avant sa chute. Je l'ai vu. »« Tu as vu très peu de choses, » dit Clara, et la surprise de sa propre audace rendait ses paroles fragiles. « Tu vois toujours très peu de choses. Tu vois des chapeaux, des perles et des halls d'hôtel. Tu ne vois pas les gens. »« Ingrat, » racla une chaise. « Voilà les remerciements que je reçois pour t'avoir sauvé de... »« S'il vous plaît, » dit Clara très doucement, et même si Miss Marple ne pouvait pas la voir, elle savait qu'elle pleurait. « S'il vous plaît, n'appelez pas ça un sauvetage. Vous me le rappelez comme si je devais vous rendre l'appareil à jamais. » Un valet de pied, Rose Hill le connaissait comme jardinier, vêtu occasionnellement d'une livrée, apparut dans l'embrasure de la porte et faillit heurter Miss Marple qui admirait le géranium. « Madame n'est pas là, » commença-t-il trop tard. Puis il reconnut Miss Marple et parut mal à l'aise. « Quelle chance !» dit Miss Marple avec un sourire si doux qu'il effaça toute gêne. « J'admirais simplement votre géranium. Il est si généreux, ce rose. Il ne craint pas les sols pauvres. »« Très bien, mademoiselle, » dit le jeune homme, et il se retira comme s'il s'agissait d'un sujet compliqué. Miss Marple poursuivit, mais les voix de la maison l'accompagnaient. « Il vous a regardé comme si c'était le cas, » avait dit la tante. « Oui. » Les gens regardaient celui qui les expliquait, parfois avec amour, parfois avec haine, parfois avec une connaissance complexe qui empruntait des traits aux deux. Si l'étranger avait regardé Clara comme s'il la connaissait, alors cette connaissance devait être examinée comme une pièce de monnaie. Quel était son revers? Et si Clara avait regardé le papier à musique? Cela pouvait être innocent, l'œil d'un musicien captivé par des portées familières. Pourtant, l'innocence est souvent indiscernable de son contraire jusqu'à ce qu'on pose la bonne question. À 11h, l'inspecteur Lake avait ouvert son enquête au presbytère, et les braves gens de Rose Hill se présentèrent comme à une matinée. Ils étaient impatients d'assister, de spéculer, et surtout d'être vus. Miss Marple s'assit près de la fenêtre et joignit les mains. Elle avait le don, quand elle le souhaitait, de devenir si banale que l'attention glissait sur elle comme la pluie sur le dos d'un canard. Il est étonnant de constater à quel point on peut être proche d'une conversation sans être perçu comme telle. Madame Bantry fit sa déclaration avec un air de compétence tragique. Madame Taverner dressa une liste de cuillères et d'observations morales. Le curé rougit. Monsieur Ellison, téléphone un vicaire, exprima sa tristesse en phrases bien ciselées. Entre chaque récitation, le murmure montait et descendait comme des abeilles. Clara et sa tante furent retenues pour la dernière fois, volontairement ou parce que leur arrivée était intempestive. Madame Lethbridge Simmons fit irruption dans une robe bleu marine qui cherchait à lui donner un air sobre, et ne réussissait qu'à la rendre plus luxueuse. Clara, vêtue de gris pâle, semblait n'avoir pas dormi du tout. De légères cernes sous ses yeux ne s'atténueraient pas à la lumière du jour. L'inspecteur Lake était poli, mais vif. « Mademoiselle Fielding, avez-vous découvert le défunt ?»« Oui, » dit Clara. Sa voix était basse, plus adaptée au salon qu'aux questions. Elle avait le timbre d'un musicien. « Je cherchais ma tante. » Elle s'était éloignée. Je me suis dirigé vers la tonnelle de rose, car elle l'avait admirée plus tôt. Une légère rougeur apparut. Elle aime être vue dans des décors pittoresques. Madame Lethbridge Simmons émit un murmure de protestation. « Clara !»« S'il vous plaît, madame, » dit l'inspectrice Lake, et ce seul mot la remit à sa place plus efficacement qu'un discours. « Mademoiselle Fielding ? J'ai vu le monsieur sur l'herbe. J'ai d'abord cru qu'il avait trébuché. Puis, ses mains se crispèrent. Puis j'ai vu son visage. Et j'ai crié. Tu ne l'as jamais vu auparavant ? Non. Pas à Monte-Carlo ? La question était d'un ton décontracté, mais posée avec pertinence. Clara jeta un coup d'œil à sa tante. Je ne suis jamais allée à Monte-Carlo. Le crayon de l'inspecteur Lake marqua une pause. Mais votre tante a mentionné... Ma tante, dit Clara d'une voix calme mais distincte,
parle très librement des endroits qu'elle a visités et parfois de ceux qu'elle n'a pas visités. C'est sa façon de faire. Le regard de l'inspecteur se posa sur Madame Lethbridge Simmons, dont l'expression exprimait une dignité blessée et une pointe de peur qui filait comme de la soie à travers un filet. Tout à fait. Un dernier point. Il y avait des papiers sur l'herbe, de la musique. La gorge de Clara se serra. Oui. Vous composez, mademoiselle Fielding? Non. Je joue. Il m'arrive de recopier des arrangements. Avez-vous reconnu la pièce? Une pause subtile. Puis, non. Miss Marple, observant les mains de la jeune fille, vit un léger tremblement naître et se dissiper. Il y a des questions qui transpercent la peau d'un mensonge comme une épingle pique un ballon, et il y a des questions qui ne laissent que de petits creux à la surface. Celle-ci appartenait à ce dernier genre. Le tremblement en disait plus que le mot. « Très bien, » dit l'inspecteur Lake. « Madame Lethbridge Simmons, vous avez dit hier avoir rencontré un célèbre détective à Monte-Carlo et qu'il avait mentionné une pièce appelée « La dernière valse ». Le visage de Madame Lethbridge Simmons s'illumina, heureuse de revenir à son sujet favori, elle-même. « Eh bien oui, le grand monsieur Poirot, tout à fait étranger. Il a dit qu'il y avait eu une intrigue des plus remarquables et qu'il avait dansé la dernière danse, celle de la détective, vous savez. Du moins, c'est ainsi que je l'ai compris. Il l'appelait « la dernière valse ». Quelle expression! Elle minauda à se souvenir. Je crois bien qu'il admirait mes perles. Ce n'était pas tes perles qu'il admirait, dit Clara, et cette fois, le silence était empreint de fer. C'était son reflet en elle. Il y eut un bref silence, peut-être un rire, peut-être un pincement au cœur. Les yeux de Miss Marple, qui brillaient rarement, brillaient maintenant, très légèrement. La jeune fille avait de l'esprit, blessée mais pas lâche. L'inspecteur Lake ferma son carnet. « Merci. Cela suffira pour l'instant. Veuillez ne pas quitter le village. » Nous? Madame Lethbridge Simmons se redressa. « Inspecteur, vraiment? S'il vous plaît, ne quittez pas le village. » répéta-t-il avec la même douceur avec laquelle un berger s'adresse à un mouton déterminé à faire du théâtre. Dehors, dans la lumière du midi, les villageois se dispersèrent en petits groupes, comme les graines se dispersent d'une gousse touchée. Miss Marple s'attarda près du mur du cimetière, où les roses projetaient des ombres comme de la dentelle. Le sergent Reed s'approcha d'elle, l'air penaud, comme s'il avait été surpris à écouter au trou de la serrure. « Elle n'a pas dit la vérité », a-t-il déclaré sans préambule. « Rares sont ceux qui racontent tout d'un coup, » rétorqua Miss Marple. « Il y a trop de courants d'air. »« Tu crois qu'elle connaissait la mélodie ?»« Je crois qu'elle a reconnu la main, » dit Miss Marple. « La plume penche d'une certaine manière quand on écrit en clé de sol. Chacun a sa propre inclinaison. J'ai connu une fille qui mettait les poings sur les i, comme si elle piquait une puce. » Reed sourit malgré lui. « Et la tante ?»« Ah !» Miss Marple considéra les rosiers. « Elle est comme ce buisson, vigoureuse, voyante et peu exigeante quant à l'endroit où elle grimpe. Elle s'enroule autour de tout ce qui lui donne un avantage. La pauvre Clara est un treillis depuis longtemps. » Le sourire de Reed s'estompa. L'inspecteur dit qu'on a une piste sur le mort. Une carte dans son portefeuille. Monsieur Frederick Vail. Adresse londonienne. Aucun casier judiciaire à son actif. Voyageur de commerce, pense-t-il. Casier judiciaire pour échantillon, mais aucun casier judiciaire trouvé. Un homme qui porte sa profession dans sa poche et laisse ses outils derrière lui, dit Miss Marple. C'est curieux. Il aurait pu être volé, ou laissé avec quelqu'un, si on doit se retrouver dans un jardin et échanger des objets. Reed la regarda du coin de l'œil. « Vous avez vraiment le don de tourner au coin et de trouver la porte d'entrée, mademoiselle. » « C'est tout simplement que les gens sont comme des villages, » dit-elle en souriant. « Il y a un nombre limité de ruelles, et elles mènent toutes à la même place. » De retour chez elle, elle sortit non pas son tricot, mais une vieille boîte en fer blanc, où elle conservait un assortiment de lettres, de coupures de presse et de petits souvenirs. Après quelques recherches,
Elle en tira un programme de danse de 1907, délavé, avec une violette pressée sur la feuille. Elle ne le lut pas. Elle ne le garda qu'un instant, comme on touche une relique non pas pour s'informer, mais pour se souvenir. Puis elle le remit en place, prit son plumeau et épousseta la cheminée avec un soin qui suggérait que la réflexion s'accomplit mieux en compagnie de tissu et de cirage. En fin d'après-midi, le village avait une nouvelle certitude à partager. Le défunt avait un nom et peut-être une profession. La certitude engendre le courage, et le courage engendre les conclusions. Ce soir-là, à la boutique de Madame Larche, une femme corpulente au chapeau bleu annonça que l'homme avait certainement été amoureux de Clara et avait certainement été empoisonné par sa tante jalouse. À la pompe, un ouvrier agricole déclara que les Londoniens transportaient du cyanure comme on transporte un mouchoir. Un enfant dit solennellement à un autre que la pelouse du curé était désormais hantée et qu'il était impossible de la tondre. Miss Marple arrosait ses lupins et écoutait le murmure lointain comme on écoute la mer sans avoir besoin de la voir. Elle n'était pas impatiente, par tempérament. La vérité arrive quand elle veut, et généralement par la porte de derrière. Néanmoins, lorsqu'elle posa la tête sur son oreiller ce soir-là, une pensée s'introduisit sur la pointe des pieds, comme un chat, et se posa précisément là où elle le souhaitait. La musique. Une musique que quelqu'un avait choisi de copier à la main. Une musique peut-être intitulée « La dernière valse », un air sur lequel on pouvait danser et peut-être mourir. Et il y avait une autre pensée, petite mais tenace, de tous les parfums. Pourquoi l'amande ? Non pas parce que l'amande était le seul masque de la méchanceté, parce que l'amande était douce, et la douceur est un déguisement que le monde pardonne. Au matin, se dit-elle, il serait temps de rendre visite, non pas à Madame Lethbridge Simmons, ce qui ne produirait que des perles et de la prose, mais au piano de son salon. Les pianos, d'après l'expérience de Miss Marple, en savaient souvent plus que leurs propriétaires. Une empreinte de poussière sur une touche négligée, un morceau de musique laissé ouvert sur une page cornée, un bout de papier tombé derrière le pédalier. On pense que l'inanimé ne peut pas nous trahir, mais rien n'est plus loquace qu'un objet utilisé quotidiennement et auquel on ne pense jamais. Pour l'instant, elle ferma les yeux, et les roses, le gramophone et les quelques papiers éparpillés dans le vent d'été flottaient sur elle comme un rêve. Quelque part au loin, à Monte-Carlo, peut-être, une mélodie terminait son tour dans la pièce et s'arrêtait. Ici, à Rose Hill, ce n'était que le début. Chapitre 3. Une valse dans l'ombre. La lumière du matin éclairait Rose Hill avec une innocence trompeuse. L'épicier empilait ses pommes en pyramides ordonnées, la postière triait les enveloppes avec une efficacité fulgurante, et le laitier sifflait comme si la tragédie n'avait jamais effleuré les pelouses du presbytère. Pourtant, sous les façades soignées et les jardins soignés, le village vibrait d'une électricité née de la peur et de la fascination. Le meurtre, après tout, n'était pas un visiteur qu'on pouvait ignorer. Dans la maison au pignon blanc de High Street, Miss Marple ajusta son chapeau, lissa la dentelle de son col et partit, un panier au bras. À première vue, elle aurait pu aller rendre visite à une voisine ou acheter un écheveau de laine. En réalité, elle allait observer, et écouter, pour Miss Marple, était un outil plus précis que le carnet d'un policier. À la boutique, la petite boutique de Madame Larche était déjà animée. 2 fermières s'attardaient au comptoir, leurs paniers remplis de farine et de sucre, tandis que Madame Larche elle-même présidait avec l'air d'une magistrate. Le journal du matin était posé sur le comptoir, son titre criant « Un inconnu meurt à la fête de Rose Hill. Suspicion d'empoisonnement. » « Pauvre demoiselle, » murmura l'une des épouses. « Clara Fielding, je veux dire. Tomber sur ce corps comme ça. Ça va la hanter, je ne m'en étonnerais pas. À moins que, dit l'autre en baissant la voix, elles le connaissent déjà. » Madame Larche pinça les lèvres. « J'ai entendu dire qu'il connaissait bien la haute société londonienne.
Ce genre de personne ne vient pas ici sans raison. Il est peut-être venu pour mademoiselle Fielding. » Miss Marple, choisissant un petit pain sur l'étagère, dit d'un ton doux. « C'est curieux de voir à quel point les hommes de Londres semblent toujours s'attacher aux jeunes filles des villages, et jamais aux vieilles. C'est tout à fait injuste, à mon avis. » Les épouses rirent, troublées, et Miss Marple reçut sa monnaie avec un sourire qui ne trahissait rien de ses pensées. Mais en quittant la boutique, elle cacha un petit secret. Le village avait déjà intégré Clara à son histoire, et les histoires, une fois commencées, avaient tendance à se transformer en cordes. Un appel à la maison Lethbridge Simmons Rose Hill House se détachait de ses voisins, l'allée de gravier ratissée avec une perfection inutile. Miss Marple s'approcha d'un pas calme, s'arrêtant brièvement pour admirer un arbuste à la forme surnaturelle, rappelant sa maîtresse. Madame Lethbridge Simmons la reçut dans le salon, entourée de paysages au cadre doré et d'un piano rutilant. Elle portait une robe de soie noire, un costume évoquant à la fois le deuil et le mélodrame. « Ma chère Miss Marple, » dit-elle en tremblant, « c'est vraiment affreux. Une intrusion aussi innommable dans notre paisible village. Un cadavre au beau milieu d'une fête. Eh bien, je supporte à peine cette honte. » Miss Marple s'assit, son regard se portant brièvement sur le piano. Sur son pupitre reposait une liasse de partitions, copiée d'une écriture peu professionnelle. « Et comment va ma chère Clara ce matin ?» demanda-t-elle. Madame Lethbridge Simmons fit un signe de la main dédaigneux. « Pâle, mais elle est toujours pâle. Elle manque de vitalité. Je vous assure que je fais tout mon possible pour l'encourager, mais elle s'obstine à se morfondre devant cet instrument. » Elle fit un geste vers le piano. Des heures et des heures de musique morne. Miss Marple se leva, s'approchant d'un air apparemment distrait. « Cet instrument doit avoir un son si charmant. Ah, qu'est-ce que c'est ?» Elle toucha délicatement la feuille. Le titre, écrit avec soin, disait « La dernière valse ». Madame Lethbridge Simmons rougit. « Oh, Clara a copié des bêtises. Je l'ai suppliée de jouer quelque chose de joyeux. God Save the King, peut-être. Mais elle insiste sur ces airs étrangers. Je crois qu'elle se prend pour une pianiste de concert. De telles ambitions sont absurdes chez une villageoise. N'êtes-vous pas d'accord ?» Les doigts de Miss Marple parcoururent la marge du papier, où une petite annotation avait été ajoutée. Des initiales, pâles mais visibles. F.V. Frédéric Val. « Une pièce charmante, » murmura Miss Marple, « et curieuse qu'elle partage son nom avec celui que votre distinguée connaissance, Monsieur Poirot, a mentionné à Monte-Carlo. » Madame Lethbridge Simmons pinça les lèvres. « Coïncidence, sans doute. On entend tellement d'histoires romantiques à l'étranger. Les étrangers font beaucoup d'histoires pour rien. »« Parfois, » dit doucement Miss Marple, « on fait des histoires parce qu'il y a quelque chose. » À ce moment, Clara entra, les mains jointes, le visage blême mais les yeux alertes. Elle sembla vaciller à la vue de Miss Marple, puis jeta un coup d'œil à la musique du piano. « Vous aimiez bien Monsieur Vail ?» demanda Miss Marple d'un ton doux, presque grand-mère. Clara retint son souffle. « Je ne le connais pas. » Sa tante l'interrompit sèchement. « Bien sûr que non. Comment aurait-elle pu ? Cette simple suggestion est insultante. » Mais Miss Marple remarqua que le regard de Clara s'attardait, non pas sur sa tante, mais sur les initiales griffonnées sur la partition. Et avec quelle rapidité elle détournait le regard. Thé avec le docteur Crawford. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple prit le thé avec le docteur Crawford dans son cabinet. C'était un homme pragmatique, au visage rouge et brusque, qui avait vu plus d'une fois les maux et les drames du village. « Du poison, Miss Marple, » dit-il en posant sa tasse avec insistance. « Je parie mon meilleur stéthoscope. L'odeur était claire comme le jour. De l'acide cyanhydrique, une substance rapide et vicieuse. Aucune cause naturelle ne pourrait faire tomber un homme comme ça. Et pourtant, observa Miss Marple, aucune bouteille, aucune fiole, aucun verre n'a été trouvé. C'est vrai. C'est à l'inspecteur Lake de le comprendre.
Mon affaire, c'est le corps, et le corps dit poison. » Il secoua la tête. Étrange affaire. Le cœur de ce type était sain comme un roc, et il n'était pas du genre à transporter du poison pour son propre usage. À moins que, dit doucement Miss Marple, quelqu'un d'autre ait pris des dispositions pour qu'il le porte. Le docteur Crawford haussa un sourcil. Vous pensez qu'il s'est fait avoir ? Je pense, répondit Miss Marple, que les gens agissent rarement sans motif. Certains motifs sont simplement plus difficiles à cerner que d'autres. Réflexion du soir. Ce soir-là, alors que l'horloge de l'église sonnait 10 heures, Miss Marple était assise près du feu, tricotant, ses aiguilles étincelant à la lueur de la lampe. Ses pensées dérivèrent non pas vers l'horrible image de la mort, mais vers les images plus subtiles que la journée lui avait présentées, les mains tremblantes de Clara, les initiales sur la musique, la façon dont Madame Lethbridge Simmons avait insisté trop haut sur son ignorance. Le village murmurait romance et scandale, mais l'esprit de Miss Marple se posa sur quelque chose de plus calme, de plus troublant. Pourquoi ce morceau de musique était-il présent ? Était-ce un message, un souvenir, ou peut-être un mobile ? Sa pelote de laine roula doucement sur le tapis. Miss Marple la récupéra avec un léger sourire. « Le problème avec les Fields, murmura-t-elle, c'est qu'il faut être patient. Si on tire trop fort, ça casse. Mais si on suit avec constance, ça mène exactement là où ça doit être. » Et quelque part, dans le silence de Rose Hill, un tueur écoutait le même silence et se demandait ce que la vieille dame du cottage avait déjà deviné. Chapitre 4. Le mauvais suspect. L'inspecteur Lake était fier de sa méthode. Selon lui, la nature humaine pouvait être curieuse et imprévisible, mais les preuves, des preuves tangibles, avaient à la décence de rester immobiles et d'attendre d'être remarquées. Ainsi, dès le lendemain matin, il était prêt à annoncer les progrès. L'annonce, bien sûr, se répandit plus vite qu'il ne le pouvait. Lorsqu'il arriva au presbytère avec le sergent Reed, le garçon boucher avait déjà dit à Madame Taverner que la police avait un indice. Elle le dit à Madame Bantry, qui le broda en « La police se rapproche ». Madame Bantry le chuchota au curé, et lorsque l'annonce parvint à Miss Marple, par l'intermédiaire de la blanchisseuse, elle devint « La police a arrêté la pauvre Clara Fielding ». Miss Marple ne se pressa pas. Elle ne se pressait jamais. Mais elle prit son chapeau sur la patère, noua son écharpe avec une précision irréprochable et sortit. Un village en émoi. À la porte du presbytère, un petit groupe de villageois s'était rassemblé. Madame Taverner, Madame Bantry et Monsieur Ellison, le vicaire, qui avait l'air pâle et affligé. « Ils disent que la pauvre fille avait sa photo, » dit Madame Taverner, les yeux écarquillés de scandale. « On dit qu'il lui a écrit des lettres, » ajouta Madame Bantry avec empressement. « On dit, » murmura le vicaire, « qu'elle n'est pas tout à fait ce qu'elle paraît. » L'expression de Miss Marple resta calme. « Les gens, » dit-elle doucement, « le sont rarement. » À l'intérieur, l'inspecteur Lake se tenait debout, son carnet à la main, tandis que Clara tremblait sur une chaise. Sa tante se tenait à ses côtés, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en dentelle, bien que Miss Marple ait remarqué l'éclat de satisfaction mal dissimulé sous sa performance. Témoignage de l'inspecteur Lake se retourna vivement. « Ah, mademoiselle Marple, vous pouvez l'entendre. Nous avons établi que le défunt était bien monsieur Frederick Vail, commis voyageur, mais avec certains intérêts, disons, extérieurs. Ces papiers, il tapota un dossier, étaient des lettres, certaines non signées, mais incontestablement adressées à mademoiselle Clara Fielding. Nous avons également découvert une photographie soigneusement dissimulée de la jeune femme elle-même. » La voix de Clara était faible mais ferme. « Je ne le connaissais pas. » Sa tante la serra contre elle. « Voyez-vous, inspecteur, l'enfant est bouleversée. Elle refuse d'admettre ce qui est évident pour tout le monde. » Cet homme la poursuivit, de façon tout à fait inappropriée. Je lui ai répété à maintes reprises d'être prudente avec son pianoforte, pour éviter d'être remarquée. Mais les jeunes femmes n'écoutent pas. Lake leva la main. « Quoi qu'il en soit, les preuves sont claires.
Il la connaissait. Il a conservé son portrait. Il a copié des musiques, des valses, peut-être, qu'elle lui avait jouées, et il a apporté ses papiers ici. Pourquoi, si ce n'était pour une réunion? Clara murmura. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je le jure. Sa tante laissa échapper un sanglot théâtral. Elle est jeune. Elle est naïve. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Miss Marple observe Miss Marple se rapprocha de Clara, son regard doux rivé sur son visage. Elle remarqua la façon dont les doigts de Clara se tordaient sur ses genoux, non pas nerveusement, mais avec rythme, comme si elle comptait en silence, mesure par mesure. Une habitude de pianiste. Non pas la peur, mais le souvenir. Elle parla doucement. « Ma chère, quand as-tu copié de la musique pour la dernière fois ?» Clara sursauta puis rougit. « Je le fais souvent. C'est un entraînement. » Et ses initiales, poursuivit Miss Marple presque pour elle-même, FV dans la marge. Les avez-vous placées là? Clara secoua la tête trop vite. Lake ferma son carnet d'un ton définitif. Quoi qu'il en soit, mademoiselle Fielding avait le lien le plus étroit avec la défunte. Jusqu'à preuve du contraire, elle doit rester suspecte. Je vais demander à Melchester une déclaration officielle. Le village se divise. Dans l'après-midi, Rose Hill était divisée en deux camps. Certains plaignaient Clara, chuchotant sa pâleur et la tyrannie de sa tante. D'autres la condamnaient sans ambages. Toujours réservée, tu sais. Ce sont les filles timides qui te choquent. Au salon de Madame Bantry, le thé était pris avec un plaisir exacerbé par le scandale. Ce sont toujours des histoires d'amour, déclara-t-elle. Toujours. Un meurtre n'arrive jamais sans elle. Miss Marple, tricotant tranquillement dans un coin, dit doucement. On accuse souvent l'amour de ce que commettent l'orgueil, la cupidité et la peur. Il ne faut pas s'y tromper. Un visiteur inattendu. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Rose Hill, un télégramme arriva à la maison des Lethbridge Simmons. Miss Marple, qui passait par là pour rentrer, vit le télégraphiste se hâter dans l'allée. Il en sortit quelques instants plus tard, sifflant joyeusement, tandis qu'à l'intérieur de la maison résonnait le son caractéristique de voix élevée. La voix de Clara était suppliante, celle de sa tante était furieuse. Miss Marple s'attarda près de la haie, apparemment absorbée par les roses. Elle en aperçut un fragment. On ne peut pas les laisser voir ça. Tu comprends? Il faut le détruire. Puis le claquement d'une porte. Silence. Les pensées de Miss Marple. Cette nuit-là, dans son cottage silencieux, Miss Marple réfléchit. L'inspecteur Lake avait une affaire bien ficelée. Des lettres, une photo, un contact. Le village était satisfait. Il préférait toujours un coupable familier. Mais Miss Marple, se souvenant des mains tremblantes de Clara, de son déni rapide et de l'ordre chuchoté qu'elle avait entendu, était loin d'être convaincue. « On accuse souvent les mauvaises personnes, » murmura-t-elle, « surtout quand les bonnes sont intelligentes. » Ses aiguilles claquaient sans cesse. Dehors, l'horloge de l'église sonnait 10 heures et le village s'enfonçait dans un sommeil agité. Quelque part, une vérité attendait, telle une valse dont les dernières mesures n'avaient pas encore été jouées. Chapitre 5. Les secrets sous la surface. Le lendemain matin, frais et d'une sérénité trompeuse, se leva. Une légère brume s'accrochait aux haies, bientôt dissipée par le soleil de juillet, et le village de Rose Hill vibrait des bruits ordinaires de la vie quotidienne. Pourtant, sous l'ordinaire se cachait l'extraordinaire, des rumeurs si étroitement tissées dans l'air qu'on aurait pu les entendre murmurer même par les moineaux. Miss Marple, toujours ponctuelle dans ses habitudes, avait déjà pris son thé et soigné ses roses avant de s'engager dans le chemin. Elle ne se pressait pas et ne traînait pas. Ses promenades étaient de nature à encourager les confidences. Les voisins la rencontraient, s'arrêtaient, et souvent, sans trop savoir pourquoi, la laissaient avec plus de détails qu'ils n'avaient dit prévu de lui révéler. Une conversation avec le vicaire. Elle trouva M. Ellison, le vicaire, dans son jardin, taillant anxieusement des rosiers inutiles.
Son visage était troublé, sa soutane un peu poussiéreuse aux genoux, à force de s'agenouiller parmi les massifs. « Ma chère Miss Marple, » dit-il avec un soulagement sincère, « peut-être pourriez-vous me conseiller. Je ne sais pas trop quoi dire à mes paroissiens. Ils se tournent vers l'Église pour être rassurés, et pourtant je ne peux nier la suspicion qui plane sur nous tous, surtout sur la pauvre Clara. » Miss Marple sourit doucement. Il est rarement sage de parler de culpabilité avant qu'elle ne soit prouvée. Rassurez-les avec gentillesse, monsieur Ellison. On ne pardonne pas facilement le péché d'avoir tort. Le vicaire soupira. L'inspecteur Lake semble bien décidé à s'en prendre à la jeune fille. Il dit que les preuves sont plus fortes que le caractère, mais j'avoue que je ne la vois pas capable d'un tel acte. Les apparences, dit doucement Miss Marple, peuvent être trompeuses, mais il est tout aussi vrai que la suspicion peut être très pratique pour ceux qui souhaitent rester discrets. Les révélations de Madame Bantry. Au bureau de poste, Miss Marple rencontra Madame Bantry en train de payer sa facture, ce qu'elle fit avec un air important, comme si ses sous étaient des souverains de grande influence. « Ma chère, tu es au courant ?» murmura-t-elle en prenant Miss Marple à part. « On dirait que Clara Fielding reçoit des lettres romantiques, de Londres depuis des mois. Du moins, c'est ce qu'affirme Madame Taverner, et tu sais qu'elle a les yeux partout. » Miss Marple croisa les mains sur son panier. « Il faut être prudent avec ce genre d'histoire, ma chère. Elles prennent souvent racine à force de les raconter. Les lettres de Londres peuvent provenir d'un ami, d'un professeur, voire d'un magasin. On voit des roses dans des enveloppes alors qu'il n'y a parfois que des factures. » Madame Bantry pinça les lèvres. « Eh bien, même si c'est absurde, il y a quelque chose d'étrange chez cette fille. Toujours si silencieuse, si secrète. Elle ne se confie jamais à personne. Ceux qui parlent le moins, répondit Miss Marple, sont souvent ceux qui ressentent le plus. Ce sont les bavards qui se trahissent. » Le conte du jardinier. Plus tard dans la journée, Miss Marple passa devant Rose Hill House, où elle rencontra le jeune Henry, le jardinier engagé comme valet de pied. Il ratissait le gravier avec une diligence qui évoquait une punition plutôt qu'un devoir. « Bonjour Henry, » dit gentiment Miss Marple. « Vos roses sont magnifiques. J'admire la façon dont vous entretenez vos bordures. » Henry rougit. « Merci, mademoiselle. Même si madame Lethbridge Simmons dit que j'ai laissé l'allée se détériorer. » Il hésita puis laissa échapper. « Elle est de mauvaise humeur depuis hier, depuis ce télégramme. » Miss Marple pencha la tête. « Un télégramme, ma chère ? » ?»« Oui, mademoiselle. Elle est arrivée le soir. Elle l'a emporté directement dans sa chambre et n'a pas voulu que mademoiselle Clara le voie. Je les ai entendus se disputer après. Mademoiselle Clara était au bord des larmes. Et puis madame Lethbridge Simmons a dit quelque chose comme « Monte-Carlo ne la suit pas ici. » Je ne voulais pas écouter, mais, eh bien, les voix portent. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « C'est vrai. Tu m'as été d'une grande aide, Henry. » Le garçon avait l'air embarrassé mais soulagé, comme s'il avait partagé un fardeau. Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, ses aiguilles à tricoter clignotant à un rythme régulier. Des rumeurs et des bribes de vérité commençaient à se former dans son esprit. Le déni de Clara, les initiales sur la partition, le télégramme caché. Tout cela constituait les pièces d'un puzzle. Madame Lethbridge Simmons, malgré tous ses artifices théâtraux, semblait profondément anxieuse sous ses dehors. Une femme qui exhibait ses perles et parlait trop librement de Monte-Carlo pouvait aussi cacher des dettes ou des secrets plus graves. Et Clara, si fragile qu'elle paraissait, était mêlée à la vie de sa tante plus étroitement qu'on ne le soupçonnait. Miss Marple se renversa en arrière, l'air doux. « Il arrive souvent, » murmura-t-elle, « que lorsqu'on insiste trop sur la culpabilité d'autrui, c'est pour masquer sa propre peur d'être découvert. Et les secrets, comme les mauvaises herbes, ont le don de surgir à travers le gravier le plus net. » Pendant ce temps, le village continuait de murmurer. Clara était coupable. Clara était innocente.
Madame Lethbridge Simmons était une martyre, ou alors elle était un monstre. Et malgré tout cela, Miss Marple écoutait, car c'est en écoutant, comme elle le savait bien, que la vérité se révélait le plus souvent. Chapitre 6. Une seconde ombre. La tranquillité de Rose Hill subissait rarement 2 secousses successives. Pourtant, le 3e jour après la fête, une seconde perturbation secoua le village. Celle-ci, bien que moins grave qu'un meurtre, fut suffisamment alarmante pour alimenter les rumeurs et crisper l'inspecteur plus que jamais. L'incident de Rose Hill House. Il était tôt dans l'après-midi lorsque Miss Marple, qui allait rendre un livre de jardinage emprunté à Madame Bantry, entendit des pas précipités derrière elle. Se retournant, elle aperçut le jeune Henry, le valet de pied de Rose Hill House, qui courait, sa casquette de travers. Son visage était pâle, celui d'un homme qui en a vu plus qu'il n'aurait dû. « Oh, Miss Marple, haleta-t-il, quelque chose d'affreux à la maison. Miss Clara. » Miss Marple ne perdit pas son souffle en s'exclamant « Emmène-moi là-bas, Henry. » À leur arrivée, ils trouvèrent la maisonnée en pleine confusion. La femme de chambre se tordait les mains dans le couloir, tandis que Madame Lethbridge Simmons, dans un état de grandeur négligée, se déclarait à moitié évanouie et avait besoin d'eau. Clara, cependant, était la véritable cause du tumulte. On l'avait retrouvée affalée au piano, un verre renversé à côté d'elle. Le docteur Crawford, appelé aussitôt, était penché sur elle, le visage sombre. « Pas fatal, Dieu merci, » déclara-t-il. « Mais c'était assez proche. Le verre. Eh bien, j'aimerais qu'il soit testé, inspecteur. » L'inspecteur Lake, arrivé avec le sergent Reed, souleva délicatement l'objet de sa main gantée. « Une odeur amère, » observa-t-il. « Encore du poison. » Mais cette fois, ce n'était pas suffisant. Madame Lethbridge Simmons leva les mains. « Voilà la preuve. Elle a tenté de se suicider par culpabilité. Oh, la honte, l'humiliation. Cette pauvre enfant, ma pauvre nièce, égarée par la méchanceté et désormais incapable d'affronter la vérité. » Miss Marple, qui s'était discrètement glissée dans la pièce, se pencha sur Clara avec la douce sollicitude d'une tante âgée. Clara remua, ouvrant difficilement les yeux. Elle murmura d'une voix rauque. « Je ne l'ai pas bu sciemment. J'ai cru que c'était de l'eau. » Puis, voyant sa tante, elle se contracta visiblement. Miss Marple posa doucement la main sur son poignet. « Voilà, ma chère. Reposez-vous un peu. Vous aurez besoin de force. » La théorie de l'inspecteur Lake dehors, dans le salon, l'inspecteur Lake s'adressa à l'assemblée. Sa voix était vive et ses manières maîtrisées. « Cela confirme mon point de vue. Clara Fielding avait une entente avec Frederick Vail. Qu'elle soit romantique ou non, elle souhaitait la dissimuler. Lorsqu'il est apparu, elle a paniqué. Je crois qu'elle lui a donné le poison, et voyant les soupçons se porter sur elle, a tenté de faire de même. Le 2e verre sera analysé, mais l'affaire est suffisamment claire. Les villageois qui avaient trouvé des prétextes pour rôder dans le hall hochèrent la tête, murmurant leur accord. L'histoire, claire et nette, satisfaisait leur soif de dénouement. Miss Marple, cependant, était assise, les mains jointes, les yeux rivés sur le tapis. Après une pause, elle dit doucement « Il est curieux qu'une jeune femme qui s'évanouit à la vue d'un cadavre trouve soudain le courage de commettre un meurtre. De telles transformations, inspecteur, sont rares. » Lake fronça les sourcils. « Vous proposez une alternative ? » « Il faut simplement se demander à qui profite la disgrâce de Clara, » répondit doucement Miss Marple. « C'est une question vieille comme le péché. Qui en profite ? » Le télégramme. Ce soir-là, une fois l'excitation retombée et Clara endormie sous la surveillance attentive du docteur Crawford, Miss Marple se retrouva à nouveau devant Rose Hill House. Les lampes étaient allumées et des ombres s'agitaient derrière les rideaux. Henry, flânant près du portail, toucha sa casquette à son passage. « Pardon, mademoiselle, » dit-il nerveusement.
Mais j'ai pensé que vous deviez le savoir. Ce télégramme d'hier, il a brûlé dans la cheminée ce matin. J'ai vu les cendres en nettoyant l'âtre. Madame Lethbridge Simmons avait formellement interdit d'en parler. Miss Marple hocha gravement la tête. « Tu as bien fait de me le dire, Henry. Le feu en dit souvent plus que ses cendres. » Miss Marple réfléchit. De retour à son cottage, Miss Marple s'installa près du feu avec son tricot. Son esprit repassa les événements de la journée avec une précision patiente. Clara a failli être empoisonnée. Un télégramme détruit. Une tante trop désireuse de proclamer la culpabilité de sa nièce. Elle voyait, comme souvent, une ressemblance entre le présent et le passé. « Il y avait le testament du vieux monsieur Hawthorne, » murmura-t-elle, ses aiguilles claquant. Son neveu était si pressé d'accuser la servante qu'il a presque réussi à la prouver coupable. Mais depuis le début, le crime résidait dans son empressement. Un peu trop d'empressement est toujours suspect. Elle posa son tricot et regarda le feu. Non, inspecteur Lake. Clara Fielding n'est pas l'araignée au centre de cette toile. Elle est la mouche, vite attrapée. La véritable araignée est ailleurs, et file avec perles et télégrammes. Le feu crépitait doucement, comme en signe d'accord. Chapitre 7. Question polie. Le lendemain matin apporta une de ces journées faussement tranquilles qui faisaient la réputation de Rose Hill. L'air était parfumé de chèvrefeuille. Les chaumières étaient rangées en ordre. Le facteur sifflait gaiement comme si meurtre et poison étaient l'affaire d'un autre village, lointain. Pourtant, sous la surface, le village était tendu, les conversations réservées. La suspicion, une fois semée, poussait aussi vite que le liseron. Miss Marple, cependant, avançait avec sa sérénité habituelle. Après avoir arrosé ses géraniums et traité sa correspondance, une lettre à une filleule de Bath, elle se dirigea vers Rose Hill House. Aux yeux de tout observateur, elle apparaissait simplement comme une vieille dame rendant une visite amicale à un voisin en détresse. Pourtant, son regard était perçant et son objectif clair. Une audience avec Madame Lethbridge Simmons. Madame Lethbridge Simmons la reçut dans le petit salon, vêtue de soie gris tourterelle et de perles qui brillaient comme polies, attendant avec impatience ses visiteurs. Son air était à la fois gracieux et impérieux, une actrice prenant les commandes de sa scène. « Ma chère Miss Marple, » commença-t-elle en s'installant sur le canapé d'un air de martyr, « je ne peux vous dire à quel point tout cela a été pénible. Quelle honte! Ces murmures, ces insinuations. Une jeune fille sous ma garde accusée de telles horreurs. Je ne sais pas comment je vais faire bonne figure dans la société de Melchester. » Miss Marple inclina poliment la tête. « Ce doit être un peu pénible, j'en suis sûre. Et pourtant, on sent qu'il y a plus à dire qu'il n'y paraît. Voyez-vous, Madame Lethbridge Simmons, j'ai toujours constaté que les gens s'évanouissent rarement, à moins d'être certains d'avoir un public. » Son hôtesse se raidit. « Pardon ?» Le ton de Miss Marple était doux. « À la fête, quand vous vous êtes évanouie de façon si spectaculaire, c'était au moment même où la pauvre Clara criait. Tout à fait naturel, bien sûr. Mais hier, quand c'est elle qui a failli être empoisonnée, vous avez manifesté plus d'indignation que d'inquiétude. » Madame Lethbridge Simmons rougit légèrement. « On fait ce qu'on peut dans l'épreuve. Je suis une femme sensible. Et si j'étais peut-être moins angoissée hier, c'est simplement qu'il faut rester calme pour les domestiques. » Miss Marple sourit doucement. « Ah oui, les apparences. Il faut toujours les prendre en compte, comme le font ceux qui envoient des télégrammes, sans doute. Quel inconvénient quand on ne peut pas faire disparaître leurs paroles. » Les yeux de Madame Lethbridge Simmons se plissèrent. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Simplement, » dit Miss Marple, « que les télégrammes contiennent souvent des vérités qu'il vaut mieux taire. Curieux que le vôtre ait été si vite détruit. On se le demande, vous savez. » Un instant, un silence plana entre eux. Puis Madame Lethbridge Simmons rit, d'un rire cassant et rauque. « Chère Miss Marple, vous avez laissé libre cours à votre imagination. Il n'y avait là rien d'autre qu'un mot d'un ami à l'étranger, une affaire sans importance. » Miss Marple inclina la tête. « Tout à fait.
Et pourtant, d'après mon expérience, les broutilles sont souvent de la plus grande importance. Clara parle. En prenant congé, Miss Marple rencontra Clara dans le hall. Le visage de la jeune fille était pâle, mais son menton se courbait, comme si une force intérieure commençait à s'affirmer. « Mademoiselle Marple », murmura-t-elle d'un ton pressant, jetant un coup d'œil pour m'assurer que sa tante n'était pas à portée de voix. « Je dois vous parler, en tête-à-tête. Viendrez-vous ce soir, après le dîner? Je n'en peux plus. » Miss Marple posa doucement la main sur la sienne. « Bien sûr, ma chère. À 8 heures, peut-être. Venez à mon cottage. C'est tout à fait privé. » Les doigts de Clara tremblaient, mais elle parvint à hocher la tête en signe de gratitude. La persévérance de l'inspecteur Lake. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit au presbytère, où l'inspecteur Lake menait des interrogatoires. Elle le vit aussitôt, plus déterminée que jamais à faire porter la responsabilité à Clara. Ses preuves s'accumulaient, les lettres, la photographie, le verre empoisonné. « C'est clair comme de l'eau de roche, Miss Marple, » déclara-t-il. La jeune fille avait toutes les chances. Et cette tentative d'attentat contre sa propre vie, c'est une confession. On se repent souvent après coup, vous savez. Miss Marple, assise placidement près de la fenêtre, secoua doucement la tête. Et pourtant, inspecteur, je ne peux m'empêcher de penser à la cuisinière du pauvre monsieur Hawthorne. Elle aussi fut accusée, et de manière très convaincante, car on la trouva en possession de la boîte d'arsenic. Mais en réalité, le véritable coupable l'avait placée là pour se protéger. Je crains que ce soit une erreur que nous risquions de répéter, surtout lorsqu'un coupable est commodément timide et sans défense. Lake lui lança un regard de respect exaspéré. « Vous aimez bien retourner les choses, n'est-ce pas, Miss Marple? Très bien, on verra bien. Mais croyez-moi, la fille est au cœur de tout. » Soirée au chalet. À 8 heures précises, Clara arriva au cottage impeccable de Miss Marple, se glissant par le portail du jardin comme une ombre. Elle s'assit près du feu, se tordant les mains. « Je ne peux pas le supporter, » dit-elle. « Il pense que je le connaissais, que je l'aimais. Mais je vous jure, Miss Marple, que je n'avais jamais parlé à Frederick Vail. Et pourtant il me connaissait. Je l'ai vu dans ses yeux avant sa chute. Il m'a regardé comme s'il attendait quelque chose. Et la musique, la dernière valse. Je ne l'ai pas copiée pour lui. On me l'a envoyée. Il y a des mois. Pas de nom, seulement ses initiales. Je l'ai gardé même si je craignais qu'il ne signifie quelque chose que je ne puisse comprendre. » Miss Marple se pencha en avant, le regard bienveillant mais attentif. « Et pourquoi l'as-tu gardé, ma chère ?» La voix de Clara se réduisit à un murmure. « Parce que... je pensais que ça venait peut-être de mon père. » Les aiguilles de Miss Marple restaient immobiles sur ses genoux. « Ton père, ma fille. Mais on m'a dit qu'il était mort de la grippe. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « On me l'a dit aussi. Mais j'ai toujours douté. Ma tante refuse de parler de lui. Et un jour, quand j'avais 12 ans, je l'ai entendu dire « Si jamais elle découvre la vérité, nous sommes ruinés. » Cette valse, j'ai pensé que c'était peut-être un message, de lui ou à son sujet. Miss Marple lui tapota la main. « Tu avais raison de me le dire, Clara. Les secrets ont un pouvoir d'empoisonnement plus puissant que le cyanure. Mais maintenant, je crois que le moment est venu de lever un coin du voile. » Clara la regarda avec désespoir. « Tu me crois? »« Bien sûr, » dit doucement Miss Marple. « Ce n'est pas ta culpabilité qui me trouble, ma chère. C'est la peur de ta tante. Et la peur, d'après mon expérience, est bien plus dangereuse que l'amour. » Chapitre 8. Écho du passé. Le lendemain matin, Rose Hill se réveilla avec encore plus de spéculation. Chez le boulanger, la file d'attente murmurait à demi-voix. Clara avait avoué, Clara avait nié, Clara avait tenté de s'empoisonner. À midi, chaque histoire était devenue plus sordide que la précédente. Miss Marple se disait stupéfiante la rapidité avec laquelle la vérité pouvait être obscurcie par la répétition. Elle-même, après un petit déjeuner modeste, se rendit au presbytère.
non pas pour bavarder, mais pour emprunter un vieux registre paroissial. Miss Marple avait appris depuis longtemps que le papier en disait parfois plus que les gens, surtout quand ceux-ci étaient déterminés à oublier. Le registre paroissial. Monsieur Ellison, toujours obligeant, alla chercher le volume relié cuir avec soin. « On ne le demande pas souvent, dit-il en époussetant la couverture, mais vous êtes la bienvenue, Miss Marple. Puis-je vous demander ce que vous cherchez ? » « Les histoires de famille, dit-elle simplement. Elles ont tendance à perdurer. Le vicaire sourit faiblement. C'est vrai. Miss Marple porta le registre jusqu'à un banc silencieux et tourna les pages d'un doigt patient. Baptême, mariage, enterrement. Tout cela écrit de la main soignée du vicaire des années passées. Elle s'arrêta à l'année de naissance de Clara. Là, soigneusement inscrits, figurèrent les noms de ses parents, James Fielding et Margaret Vale. « Vale » murmura doucement Miss Marple. Le nom de famille était comme un galet jeté dans une mare calme, provoquant des remous. Frederick Vale, Margaret Vale. Le lien était évident, trop évident pour être une coïncidence. Une visite chez le docteur Crawford. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite au docteur Crawford. Il l'accueillit dans son bureau avec sa gentillesse habituelle. « Vous serez ravi d'apprendre que Clara se rétablit, » dit-il. « Du repos et du bouillon feront l'affaire. Mais la pauvre fille est morte de peur, et ce n'est pas étonnant, vu que l'inspecteur la presse comme une noix entre deux craquelins. » Miss Marple hocha la tête. « Vous connaissez les familles d'ici depuis longtemps, docteur. Vous souvenez-vous des Fielding ? » ?»« Bien sûr. James Fielding est mort jeune, de la grippe, disait-on. Un homme bon, discret. Sa femme Vale est décédée 1 an plus tard. La tante de Clara est intervenue après cela. Trop fière d'elle pour sa charité, à mon avis. Mais personne d'autre ne s'est manifesté, alors la fillette est restée à elle. « Vale » répéta doucement Miss Marple. « Je me demande, docteur, si quelqu'un a jamais parlé de la famille de Margaret Vale. » Le docteur Crawford fronça les sourcils, cherchant ses souvenirs. Un frère, peut-être. Le vague souvenir d'un homme venu 1 ou 2 fois. Peu apprécié, si je me souviens bien. Un soupçon de scandale, même si personne n'a pu l'identifier. Il n'avait laissé aucune adresse. On disait qu'il avait des affaires à l'étranger. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Et ça aurait été... Il y a 15 ans, à peu près. Pourquoi ? Miss Marple sourit faiblement. Oh, mais les familles ont tendance à réapparaître quand on s'y attend le moins. Une bataille de volonté. Ce soir-là, Miss Marple se rendit une fois de plus à Rose Hill House. Madame Lethbridge Simmons la reçut froidement, même si elle ne pouvait refuser son entrée sans éveiller la curiosité. « Vous insistez, Miss Marple, » dit-elle avec un sourire crispé. Mais en réalité, l'affaire est entre les mains expertes de l'inspecteur. Ce n'est pas aux vieilles filles de s'en mêler. L'expression de Miss Marple était sereine. On ne peut s'empêcher de remarquer ce qu'on remarque, Madame Lethbridge Simmons. Et j'ai remarqué que votre nièce porte le nom de sa mère ainsi que celui de son père. Vale. J'ose dire que le lien avec M. Frederick Vale était plus étroit que vous ne l'avez admis. Les joues de Madame Lethbridge Simmons se sont vidées de leur couleur. Que suggérez-vous ? Rien du tout, dit doucement Miss Marple, sauf que les secrets restent rarement enfouis. Vous avez peut-être recueilli Clara orpheline, mais le sang appelle le sang. Si Frederick Vale était son oncle ou même son cousin, cela expliquerait beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Pendant un instant, le silence régna, rompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge en bronze doré. Puis Madame Lethbridge Simmons se redressa. « Les affaires de famille sont privées, » dit-elle froidement. « Et je vous remercie, Miss Marple, de les laisser ainsi. » Miss Marple se leva, toujours aussi courtoise. « Bien sûr. Mais voyez-vous, quand les affaires familiales tournent au meurtre, elles restent rarement privées bien longtemps. » Miss Marple réfléchit. De retour dans son cottage, Miss Marple laissa de côté son tricot pour une fois et sortit un bout de papier sur lequel elle avait écrit 3 noms. Margaret Vale, épouse de James Fielding. Clara Fielding, fille. Frederick Vale, l'homme mort.
Un simple triangle de relations, mais il contient suffisamment de motifs pour des secrets, des querelles, peut-être même du poison. Le sang, murmura-t-elle, lie et trahit à parts égales, et ceux qui craignent sa révélation sont prêts à tout pour le faire taire. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres sur la pièce. Quelque part plus loin, à Rose Hill House, Madame Lethbridge Simmons était sans doute assise dans sa robe de soie, préparant sa prochaine représentation. Mais Miss Marple, avec sa tranquille assurance, avait commencé à voir derrière le rideau, et ce qu'elle aperçut là n'était pas une tante aimante, mais une femme désespérée de garder le passé à l'écart du présent. Chapitre 9. Musique et mémoire. L'après-midi d'été s'écoulait doucement sur Rose Hill, mais dans les salons comme dans les cuisines, les voix bourdonnaient comme des abeilles. L'effondrement de Clara Fielding au piano était devenu la dernière broderie des langues villageoises. Chez Madame Taverner, on déclarait qu'elle avait presque avoué. Chez le forgeron, on convenait qu'elle était une victime innocente, pauvre agneau empoisonné par erreur. La vérité, comme toujours, se trouvait quelque part entre les deux, attendant qu'on l'écoute attentivement. Miss Marple, cependant, avait d'autres affaires. Elle avait promis une visite à Clara, et elle n'était pas du genre à laisser passer une promesse. La visite Rose Hill House était plus calme que d'habitude. Madame Lethbridge Simmons était partie à Melchester pour des courses urgentes, laissant Clara sous la garde de la femme de chambre, soulagée de pouvoir s'en remettre à Mademoiselle Marple. Clara était assise près du piano, pâle mais alerte. Un vase de lys emplissait la pièce d'une douceur qui masquait presque la légère amertume qui persistait près de l'instrument. Le regard de Miss Marple remarqua les fleurs, les touches soigneusement polies et la partition encore ouverte. La dernière valse. « Tu as l'air plus forte aujourd'hui, ma chère, » dit-elle doucement en s'asseyant à proximité. Clara esquissa un sourire pâle. « Merci au docteur Crawford, et à vous, Miss Marple. Vous me croyez quand personne d'autre ne me croit. »« Croire est une chose, » répondit Miss Marple. « Comprendre en est une autre. Parfois, il faut démêler les deux avant de parvenir à la vérité. Maintenant, parlez-moi de cette musique. » La valse. Les mains de Clara reposaient légèrement sur les touches, bien qu'elle ne jouât pas. « C'est arrivé par la poste, il y a des mois. Pas de lettre, juste cette feuille, avec les initiales FV dans la marge. J'ai d'abord pensé que ça pouvait venir d'un ami de la famille de ma mère. J'espérais, peut-être, que c'était un signe de mon père. » Sa voix vacilla. « Je me souviens à peine de lui, voyez-vous. Juste une voix, une ombre. Mais je n'ai jamais cru qu'il était mort comme ma tante le disait. Il y avait toujours des non-dits dans cette maison. Des portes se fermaient quand j'entrais. Des conversations qui se terminaient trop vite. » Miss Marple inclina la tête, le regard attendri. « Et quand M. Vell est apparu à la fête ?» Clara frissonna. Il m'a regardé comme s'il me connaissait, comme si j'étais la réponse à une question. Mais avant même que je puisse parler, il est tombé. Et puis les lettres, ces horribles lettres qu'il m'aurait écrites, dit-on. Je vous jure, Miss Marple, je ne les ai jamais reçues. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement, bien qu'elle n'ait pas apporté de laine. On peut cacher des lettres, ma chère, surtout quand on veut orienter les soupçons. Les vieilles lettres, Clara hésita, puis se leva. D'un petit tiroir du secrétaire, elle sortit un paquet noué d'un ruban délavé. Je les ai cachés. Ils appartenaient à ma mère. Je les ai trouvés il y a des années, avant que ma tante ne les prenne. J'ai réussi à en garder quelques-uns. Tu vois, elle s'appelle Vale. Elle s'appelait Vale avant son mariage avec mon père. Miss Marple déplia l'une des feuilles fragiles. L'écriture était audacieuse et assurée. La signature disait « Frédéric Val ». Elle jeta un coup d'œil à Clara. « C'est de ton oncle ?»« Je crois que oui, » dit Clara doucement. « Il parle d'argent, d'affaires à l'étranger, de choses pas tout à fait honnêtes. Ma mère l'a supplié de la laisser tranquille. Mais il a recommencé à écrire, toujours plein de promesses, toujours avec charme.
Ma tante a tout fait pour effacer son nom de nos vies. Elle déteste qu'on le prononce. » Miss Marple remit délicatement la lettre sur la pile. « Et pourtant, il est revenu. Non pas pour votre mère, mais pour vous. » Un souvenir remuait. La vieille horloge sur la cheminée sonna l'heure. Clara leva soudain les yeux. « Je me souviens de quelque chose, Miss Marple. À la fête, quand il est tombé, les papiers qui se sont éparpillés. J'en ai vu un avec un nom écrit. Mon nom. Clara. Et à côté un autre mot. Héritage. J'ai cru que je l'avais peut-être imaginé. Mais maintenant... » Elle se couvrit le visage de mains tremblantes. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le regard de Miss Marple devint pensif. « Cela signifie peut-être, ma chère, que M. Vail n'est pas venu à Rose Hill pour une histoire d'amour ou une vengeance. Il est venu pour vous offrir quelque chose que votre tante aurait tant souhaité que vous n'ayez jamais. » Miss Marple réfléchit. Rentrant chez elle dans la douce brise du soir, Miss Marple laissa son esprit se concentrer sur ce qu'elle avait appris. Un homme mort dont les papiers portaient le nom de Clara. Une liasse de vieilles lettres reliant sa mère à Frederick Vail. Une tante trop désireuse de protéger sa nièce en la rendant suspecte. L'argent, les biens et même l'honneur familial, murmura-t-elle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un cœur très mauvais pour tuer pour ces choses. Il suffit d'avoir peur. Elle s'arrêta devant son portail, regardant en arrière vers Rose Hill House. Ses fenêtres brillaient faiblement dans le crépuscule, tels des yeux vigilants. « Oui, » murmura-t-elle, « le passé n'est pas tout à fait enterré, et tant qu'on ne l'affrontera pas, il continuera d'empoisonner le présent. » Chapitre 10. Une question d'héritage. Le lendemain, beau et radieux, le calme de Rose Hill était fragile. Les conversations s'interrompaient dès que le nom de Clara Fielding était prononcé, et l'inspecteur Lake sillonnait le village avec une assurance obstinée. Pour la plupart, l'affaire était simple. Clara entretenait une liaison secrète avec Frederick Vail, et la culpabilité l'avait poussée à s'effondrer. Pour Miss Marple, en revanche, la situation était floue, et ce flou lui permettait de discerner des contours que d'autres ne percevaient pas. Un appel chez le notaire. C'est avec sa détermination tranquille habituelle que Miss Marple rendit visite à M. Hargreaves, l'avocat de Melchester qui s'occupait de la plupart des affaires du village. Il la salua avec une surprise courtoise. « Mademoiselle Marple, quel plaisir, même si j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'une cliente de votre âge ait besoin d'un avocat. »« En effet, Monsieur Hargreaves, » dit-elle en souriant, « je ne viens pas en mon nom personnel, mais pour me renseigner. Voyez-vous, je pensais à feu James Fielding et à son épouse, Margaret Vail. Je me demandais si vous pouviez vous souvenir de leur succession. » Monsieur Hargreaves fronça les sourcils. « Ah oui. James Fielding est mort avec à peine des dettes, si je me souviens bien. Margaret lui a survécu, mais brièvement. Leur enfant, Clara, a été confié à sa tante, Madame Lethbridge Simmons. Mais il a été question, si ma mémoire est bonne, d'un trust au nom de Margaret. Une somme modeste placée à l'étranger. Je n'ai jamais vu les documents moi-même. Ils étaient, je crois, gérés par son frère. »« Son frère » répéta doucement Miss Marple. « Frederick Vail. » L'avocat hocha la tête. « Exactement. Un homme douteux, jamais réglé. Mais il était fiduciaire, à ma connaissance. Étrange que cela n'ait jamais abouti. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent, même si son expression resta douce. En effet, étrange. L'inspecteur Lake n'a plus de doute. En retraversant le village, Miss Marple rencontra l'inspecteur Lake devant le bureau de poste. Il lui inclina son chapeau avec une politesse irréprochable. « Vous serez peut-être intéressée d'apprendre, mademoiselle Marple, que nous disposons de preuves supplémentaires. Un employé de l'hôtel Melchester a identifié mademoiselle Fielding en compagnie de la défunte il y a quelques semaines. Elle nie bien sûr, mais les employés mentent rarement sur ce genre de choses. Mon dossier se renforce. » Miss Marple le regarda avec douceur. « Les commis, cher inspecteur, ne mentent peut-être pas, mais ils voient parfois ce qu'on leur dit de voir. Une jeune fille pâle vêtue de mousseline grise peut ressembler à une autre,
surtout si l'on souhaite la rappeler après qu'un crime a rendu son visage célèbre. Lake fronça les sourcils. « Tu n'y crois pas ?»« Je crois, » dit doucement Miss Marple, « que l'évidence est rarement vraie dans les villages. Les gens préfèrent l'évidence. Cela leur évite de poser des questions gênantes. » Une performance de salon. Ce soir-là, Madame Lethbridge Simmons reçut un petit cercle. Madame Bantry, Madame Taverner et le curé, réunis sous prétexte de soutenir la pauvre Clara. Clara elle-même était absente, retenue à l'étage par un léger mal de tête. Miss Marple était présente, assise tranquillement avec son tricot, observant Madame Lethbridge Simmons tenir sa cour. « Ma nièce, déclara-t-elle, a toujours été très nerveuse. J'ai tout fait pour la protéger du monde, mais hélas, on ne peut empêcher les folies de la jeunesse. Si elle s'est attirée la honte, j'ai au moins le réconfort de savoir que j'ai tout fait pour la guider. » Le curé murmura une platitude. Madame Taverner secoua la tête. Madame Bantry se pencha avec empressement. « Et qu'en est-il de ces histoires d'argent, ma chère, d'héritage et tout ça? Clara en tirera-t-elle profit ?» Les yeux de Madame Lethbridge Simmons brillèrent, puis un sourire s'adoucit. « Ma chère Madame Bantry, je vous assure que Clara n'a pas d'héritage digne d'être mentionné. Si c'était le cas, vivrait-elle de ma charité pendant toutes ces années ?» Miss Marple ne dit rien, mais ses aiguilles claquaient sereinement. Elle remarqua le léger tremblement dans la main de Madame Lethbridge Simmons lorsqu'elle leva sa tasse de thé, le seul tremblement d'une représentation pourtant bien rodée. Le test silencieux de Miss Marple. Lorsque l'assemblée se dispersa, Miss Marple s'attarda pour remercier son hôtesse. Debout près du piano, elle effleura du doigt la partition laissée ouverte.